Précédemment, dans La Ville en jaune, c'est un coup dur pour nos enquêteurs. Alors que le mystère semblait à portée de main, Jules s'est fait tirer dessus et est malheureusement décédé. Nos investigateurs sont au plus bas. Pourquoi une odeur de peinture empestait la pièce avant la mort de leur chef? De la peinture, Elisabeth en a trouvé aussi dans une des prises de sang qu'elle avait faites à Georges. Pourquoi plusieurs indices laissent penser que Charles Bonjean n'est pas celui qu'il prétend être? Ont-ils vraiment cambriolé l'appartement de Ambrosius pour rien? Alors que nos enquêteurs sont au plus mal, ils reçoivent à leur cabinet une lettre de Charles Bonjean. Tu ouvres la lettre. Cher détective, j'ai appris avec une grande émotion la perte de Jules Criman et je tenais à vous faire part de mes sincères condoléances. Il était un professionnel d'une rare intégrité et d'un dévouement exemplaire. Son départ laisse un vide immense. Je tiens également à vous exprimer ma gratitude pour le travail exceptionnel que vous avez accompli dans le cadre de la mission qui vous avait été confiée. Grâce à votre persévérance et à votre expertise, nous avons pu déjouer les crimes commis dans la rue du 22 novembre. Une caisse d'explosifs vient d'être retrouvée dans le chantier et correspond à celle que vous avez trouvée, 4 place Kléber. Tout me laisse à croire que ce complot visant à ralentir les travaux est maintenant terminé. Il est désormais temps de considérer cette enquête comme close. Vous avez rempli votre mission avec brio et je ne vous remercierai jamais assez pour ça. Je suis conscient que ce succès a un goût amer dans de telles circonstances et je voulais vous faire savoir que vous pourrez venir récupérer votre argent auprès de mon assistant quand vous le souhaitez. Je rajouterai une compensation de ma part pour tout ce qui est arrivé. Cela ne le ramènera pas, mais je me dois au moins de faire cela. Prenez le temps nécessaire pour votre deuil et n'oubliez jamais l'impact positif que vous avez eu, même dans ces moments sombres. Vous avez aidé la ville à se développer vers un avenir radieux. Avec mes sincères condoléances et toute ma gratitude, Charles Bonjean. Je la fais passer à mes collègues, un peu dépité quand même. Et je me pose la question de savoir si est-ce qu'on y va quand même voir Charles Bonjean. Mais l'enquête est pas finie. Alors peut-être pour lui et son chantier. Mais qui est Hans? Et pourquoi? Après c'est que mon avis, hein, mais je pense qu'on a effectivement eu beaucoup de pertes. On va être payé parce que on cherche encore le faux du vrai, le vrai du faux, quoi. T'es sérieux, Rénal? Non, mais voilà, cette nuit j'ai rêvé. Tu sais, quand c'est fini, on arrête là et on continue notre vie comme si de rien n'était? Mais bah, c'est pas comme si de rien n'était. On a perdu un ami et je pense que c'est déjà beaucoup, non? Et tu veux pas... Enfin... Pour toi, si tout est fini, c'est... Pourquoi il a été tué? Et en même temps que je dis ça, comme je me suis réveillée il y a pas si longtemps, je m'approche de toi et je t'attrape le poignet pour vérifier que t'as le bracelet. Je me mets à douter. Tu prends son bras et tu tires son t-shirt pour laisser apparaître le morceau de tissu que tu as coupé et distribué à chaque membre. Je lâche ton bras et je soupire. Et je m'éloigne. Même si on voulait partir, pourquoi? Enfin, Elisabeth, vers quoi on va? Enfin, on a plus d'indices, on a plus de preuves, enfin... Est-ce qu'on n'est pas passé à côté de quelque chose? Enfin, les indices étaient déjà assez farfelus comme ça. Il n'y avait pas vraiment de logique. Et la marque sur le corps de Georges. Alors, c'était peut-être pour pouvoir le cloner ou je sais pas quoi, mais... Moi, je veux continuer l'affaire. Je veux trouver pourquoi est-ce que Julie a été assassinée. Et si c'était pas vraiment Jules qui était mort? Un faux Jules, peut-être? Et je dis ça avec de l'espoir dans la voix. Je ne crois pas à Elisabeth. Enfin, J'ai vu le corps de Jules. Enfin, c'était Jules. Mais t'as bien cru que c'était Georges, alors pourquoi ce serait pas un faux Jules? Je pense qu'il vaut mieux rester sur l'idée que c'était Jules que de s'imaginer des choses qui n'arrivent pas en fait. Il y a tellement de choses qui n'étaient pas censées arriver. Il faut que j'aille à la police déposer ma déposition. Enfin, finir tout ce bordel. Peut-être qu'ils auront identifié Hans ou qu'ils auront peut-être un premier mobile. De toute façon, on va pas te laisser y aller toute seule. est-ce qu'on se dit que Martha est en sécurité au commissariat pendant qu'on va voir Charles Bonjean? Et on lui dit, Martha, tu ne quittes pas le commissariat tant qu'on n'est pas revenu te chercher. Sinon, on fait 2 groupes, de 2. La dernière fois qu'on s'est séparés, je me suis retrouvé avec une balafre sur le bide et apparemment un faux moins qui faisait on ne sait quoi. Bah, je pense qu'on va tous au commissariat, non? Et après, on avisera en... Est-ce que... Vous partez en direction du commissariat. On vous accueille convenablement. Martha, tu pars avec un officier qui te pose de nouvelles questions. Mais pour toi, elles sont sans intérêt. Vous n'obtenez aucune information sur l'enquête en cours.
Le commissaire n'est pas là et personne ne veut vous en donner. Ce que vous apprenez par contre, c'est qu'il va falloir prendre rendez-vous avec un notaire, car vous êtes sur le testament de Jules. Votre arrêt au commissariat vous prend bien tout le début de matinée. Il est 11h30 quand vous partez du commissariat pour vous rendre à l'hôtel de ville. Durant votre trajet, une légère secousse fait trembler la rue. Des gens se regardent un peu alarmés, mais ils ne semblent plus tellement surpris. Vous montez les marches du grand bâtiment, passez la porte et allez directement vers le bureau de Philippe Blatt. Il vous accueille. Moi, je le snob. Je snob Philippe Blatt, je rentre dans le bureau de Charles Bonjean, mais fermé. Vraiment, je suis... Ah non, vraiment, je rentre et je... L'assistant essaye de te convaincre de ne pas déranger Monsieur Bonjean, mais tu rentres dans la pièce sans annoncer ton arrivée. À l'intérieur, tu vois un Charles Bonjean, papier en main, qui semble discuter avec son garde du corps, Gontran, juste derrière lui. Surpris, il range à toute vitesse ce papier sous un tas de documents. Eh bien, bonjour jeunes gens. Je ne vous attendais pas. Je vous adresse encore une fois mes plus sincères condoléances. C'est terrible ce qui est arrivé. Mais grâce à vous, les travaux pourront être finis convenablement. Des centaines de personnes retrouveront un logement. C'est votre but, finalement, de cette grande percée. C'est toute ma vie. J'ai tout donné pour que ces aménagements voient le jour. Strasbourg va vers de meilleurs jours grâce à vous. Oui, ça on sait, oui. À ta remarque, le visage de Charles se renferme un peu. Gontran, est-ce que tu peux dans le placard, là, s'il te plaît? Mon assistant devait vous les donner, mais pour la fin de votre enquête, voici votre argent. Et un dédommagement en plus. Je vous dois bien ça, avec ce qui est arrivé. Mais d'un déménagement, on a perdu un ami. C'est pas de l'argent qui va le ramener. L'homme derrière Monsieur Bonjean ouvre un tiroir et sort 4 grosses liasses de billets. Il vous les pose sous les yeux, sur le bureau. Je comprends, mais je ne peux pas faire grand-chose de plus pour vous aider. Je ne vous remercierai jamais assez pour ce que vous avez fait. Je me rapproche de lui, en fait, sur le côté. Tu te places sur le côté, mais ce n'est pas au goût de Gontran. Cet homme à la forte carrure te dévisage. Ok, je le regarde intensément alors ce Gontran, voir s'il y aurait une ressemblance avec Hans. Physiquement, aucune ressemblance. L'homme devant toi est beaucoup plus grand, a une musculature beaucoup plus développée et le dos courbé vers l'avant. Même dans sa gestuelle, tu ne reconnais en rien de ce que tu as vu de Hans. Martha, tu repères énormément de dossiers et de papiers sur son bureau. Mais il y a quelque chose de bizarre. Tu aurais l'impression de voir, sur le coin d'un bout de papier, peut-être celui qu'il a rangé quand vous êtes arrivé précipitamment, un cercle et une branche qui s'étendent sous la pile de documents. Je m'approche du bureau et je vais faire tomber la pile de papier. Ça va faire comme si c'était un accident. J'ai trébuché, hop, sur le tapis. Et je fais tomber la pile du côté, tu vois, du côté où il peut pas avoir du bureau, quoi. Enfin, vraiment. Tu t'avances un peu vers le bureau, fais semblant de t'entraver, et tu emportes au sol avec toi la pile de papier. Charles Bonjean se précipite. Il fait rapidement le tour de son bureau pour venir t'aider. Vous allez bien? Oups, excusez-moi, je vais vous aider, enfin, excusez-moi, enfin. Oh, laissez, c'est pas grave. Je vais le ramasser, vous donnez pas cette peine. L'homme s'agenouille à côté de toi et commence à ramasser les papiers. Son homme à tout faire se déplace derrière lui, en face de toi, Elisabeth. Martha, tu tries les papiers à la recherche du signe, et tu arrives à l'avoir entre tes mains, mais seulement un bref instant. Lorsque tu le récupères, Charles Bonjean te le tire à toute vitesse des mains, emportant la pile de documents avec lui. Tu n'as pas eu le temps de lire grand-chose, mais tu es sûr qu'en bas de la page, le signe était inscrit sur la lettre, et à côté, tu as cru apercevoir une signature, celle d'Ambrosius. Dans un élan un peu désespéré, je sors la seringue de ma poche, je lui attrape le bras et j'essaye de lui planter dans le bras un peu à l'aveugle en espérant choper une veine et lui prendre du sang. Alors qu'il ramène sa pile de documents sur le bureau, tu t'approches de lui et le plus vite possible, tu lui tires le bras et lui plantes ta seringue pour extraire son sang. Ah mais qu'est-ce que vous faites? Tu tires sur la seringue pour récupérer un peu de ce liquide rouge qui coule depuis l'aiguille. Et puis, tu sens une forte pression sur ton cou. Gontran t'a attrapé et avec son immense main, il te soulève. Tu n'as jamais vu quelqu'un avec autant de force. Tu as l'impression de voler lorsqu'il te projette dans la pièce contre un des casiers. Ta tête, ta gorge, ton dos, tout te fait souffrir le martyre. Mais tu tiens toujours dans ta main cette seringue avec un peu de rouge à l'intérieur.
Philippe Blatt entre à toute vitesse, inquiet dans la pièce. Gontran, calme-toi. Écoutez, rentrez chez vous. Je fermerai les yeux sur ce qui s'est passé. Je veux pas ternir l'image de Jules et vous devriez en faire autant pour son cabinet. Prenez votre argent et allez vous reposer. Du coup, je prends l'argent, je le pour dans mes poches, j'ai des poches pleines. Je vais relever Elisabeth Merci. Je suis un peu sonnée. et je me rapproche très très près. Je regarde, mais vraiment, je fixe dans les yeux Gontran, je me rapproche. Gontran te dévisage. Il va s'approcher de toi quand Monsieur Bonjean lui fait un signe de la main pour l'arrêter. Et je lui dis, pas très fort, je lui dis merci Ambrosius. N'hésitez pas à faire appel au service si vous avez encore besoin. Je ne vois pas ce que vous voulez dire. On s'est très bien compris. Vous avez très bien compris. Au revoir, Monsieur Bonjean. Vous sortez tous les quatre. Philippe Blatt n'ose pas vous parler et il vous raccompagne dans le silence jusqu'à l'accueil. Mais nous restons un peu dans ce bureau. Charles Bonjean trie les papiers en désordre que Martha a fait tomber et Gontran regarde à travers la fenêtre, depuis laquelle on voit un groupe de 4 détectives sortir de l'hôtel de ville. Monsieur, me voulez que je m'en occupe? Vous pensez qu'elle a vu la lettre? Non, c'est bon, t'en fais pas. C'est vrai que je ne pensais pas qu'il connaîtrait Ambrosius. Moi-même, jusqu'à hier, je ne savais pas de qui il s'agissait. Cette lettre, c'est un bon signe. Si son groupe veut s'allier à nous, nous allons les utiliser pour créer une magnifique ville en jaune. Je pensais devoir te demander de nous débarrasser de ces détectives, mais un des hommes de notre futur partenaire s'en est déjà occupé. J'aurais adoré rencontrer ce Hans, mais le destin en a décidé autrement. Enfin, il a réussi à nous faire parvenir cette lettre tout de même. Vous n'avez pas peur qu'ils en sachent beaucoup trop? Et s'ils continuent de fouiner? Ne t'inquiète pas. Les IAD nous ouvriront bientôt la voie. Brouillons les pistes. Et ils ont un ami enterré. Il faudrait peut-être que je leur fasse un petit cadeau. Ils seront assez occupés. Monsieur Bonjean s'avance à son tour pour épier avec un regard d'une rare intensité le groupe qui descend les escaliers. Enfin, viens Gontran. Nous avons encore du travail avant que tout soit bon pour l'arrivée de notre cher Ambrosius. La porte de son bureau se ferme, tandis que dans la rue, la portière d'une voiture s'ouvre. Bon, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Je pense que je vais rentrer chez moi. Ça fait longtemps que mes parents m'ont pas vu, ils doivent être inquiets et je veux me reposer un peu. À l'hôpital. J'essaie de retrouver un peu ma voix. Je crois que j'ai réussi un peu. Je crois que j'ai un peu de son sang. On va en avoir le cœur net. Allons à l'hôpital. Du coup, j'emmène Elisabeth à l'hôpital, puis on essaiera de se poser un peu ce soir. Ça fait un peu beaucoup pour tout le monde là. À l'hôpital, Georges, tu refais tes bandages et on nettoie ta plaie. Quant à Elisabeth, tu donnes cette fiole de sang à ton ami médecin et il te dit qu'exceptionnellement pour toi, il pourra avoir les résultats demain, à savoir dimanche. Bon, j'attends qu'ils finissent ce qu'ils ont à faire, puis je les raccompagne chez eux avant de rentrer chez moi. Chez moi, je fais un peu de rangement, je ramasse les journaux, j'essaie de m'occuper l'esprit, puis je pense que je suis un peu frustré de ce qui se passe dans l'enquête et je vais relire le livre qu'on a pris dans l'appartement d'Ambrosius pour essayer de comprendre un peu ce qui se passe. Georges, en rentrant à ton appartement, tu le retrouves comme si rien n'avait changé. Tu profites de ce moment de solitude pour te reposer et repenser à l'enquête. Tu vas récupérer ton courrier et tu vois qu'une lettre de la gare de Strasbourg a été déposée. Le mercredi 15 septembre, ils ont besoin de toi lors d'un trajet qui part pour le sud de la France. Une fois le courrier trié, tu bouquines jusqu'au soir. Martha, quant à toi, quand tu arrives chez toi, tes parents sont furieux. Tu t'es absenté trop longtemps et pour eux, c'est la goutte de trop. À partir de la semaine prochaine, ils te retirent de l'université et tu commences ton service dans le bar. Je pense que j'en peux plus là. La pression elle retombe et je laisse même pas le temps à mes parents de finir de m'engueuler. Et je pars direct dans ma chambre enfermée et je pleure jusqu'à m'endormir. Elisabeth, tu ne restes pas en place. Tu retournes au cabinet de Jules et tu continues jusqu'au soir à analyser les indices. Mais tout se mélange pour toi. La seule piste que tu trouves, c'est que demain, à 20h, aura lieu cette fameuse pièce de théâtre. Et puis la soirée tombe. Chacun de vous a du mal à trouver le sommeil. Une nouvelle fois, vous repensez à Jules. Vous avez comme un sentiment d'inachevé qui vous ronge de l'intérieur. Arrive le dimanche. Aucun de vous n'est motivé à faire grand-chose aujourd'hui. Et la plupart d'entre vous se reposent. Seule Elisabeth retourne à l'agence pour faire un peu de rangement et se replonger dans la lecture des indices. Georges, tu essaies de te changer les idées en préparant toute la journée ton voyage pour mercredi. Tu dois partir pour 2 semaines et il y a beaucoup de choses à régler. Reynald, tu en profites pour faire une grasse matinée. La lecture de ce livre te paraît toujours aussi floue
et tu ne peux t'empêcher de penser que tu es sur le point de trouver quelque chose. Martha, tes parents te laissent la matinée pour récupérer, mais dès cet après-midi, il te faudra commencer à reprendre le service dans le bar. Je pense que je commence à faire du tri dans les affaires à Jules, voir peut-être est-ce qu'il avait un membre de la famille, contact, tu vois, dans ses répertoires qu'il faudrait. Je commence à penser qu'il faut organiser aussi les funérailles, donc je regarde tout ce qu'il faut, enfin. Impossible pour toi de contacter le funérarium ou l'hôtel de ville. Tout est fermé ce dimanche. Par contre, en faisant le tri dans les papiers de Jules, tu retrouves une photo de lui et du commissaire à l'armée. Tu décides de contacter son ancien ami et il t'apprend que quelqu'un à l'hôtel de ville s'est occupé des préparatifs pour l'enterrement de Jules, qui aura lieu mardi. Elisabeth, tu rentres le soir de l'hôpital un peu dépitée. Après avoir été chercher les résultats de sang de Monsieur Bonjean, tu as appris qu'il n'y avait aucune anomalie dans les résultats. En rentrant, tu remarques plusieurs personnes mécontentes positionnées dans les coins des rues. Beaucoup de monde s'était retrouvé pour le spectacle de la troupe de théâtre, mais rien n'a eu lieu. Tu retournes à ton cabinet avec une sensation étrange. Tu mets un petit moment avant de t'endormir, repensant encore à l'enquête. Et puis vient le lundi 13. Moi, je suis intriguée pour le fait qu'il n'y ait pas eu cette pièce de théâtre, ce spectacle. Et j'essaie de retrouver quelle compagnie, en tout cas, qui avait lancé ça pour comprendre. Tu cherches des informations sur la troupe de théâtre et tu arrives à trouver leur lieu de répétition. Un minuscule chapiteau a été monté au nord de Strasbourg et lorsque tu entres, au centre, les comédiens sont en train de répéter la pièce. Tu n'es pas une grande amatrice de théâtre, mais là c'est quand même très particulier. Au lieu de jouer, tu as l'impression qu'ils surjouent constamment en se jetant des pétales jaunes au visage à chaque fin de vers. Tu les écoutes depuis un petit moment, mais lorsqu'un des comédiens va se chercher une bouteille d'eau, il te remarque à l'entrée en train de les écouter. Il s'avance vers toi. Excusez-moi madame, mais les répétitions ne sont pas autorisées au public. Le spectacle a été décalé à mardi. Est-ce qu'il y avait une raison à ça ? Oui, l'hôtel de ville nous a demandé à ce qu'on le joue mardi, car avec les explosifs qui ont été retrouvés à la place Kléber, eh bien, il fallait assurer la sécurité de tout le monde et donc on a dû décaler. Le spectacle, c'était vous qui l'aviez écrit ? C'était financé, subventionné ? Non, à la base, cela a été subventionné par un inconnu. Il nous a juste donné le texte, une date et, bon, de l'argent quand même. Avant maintenant, on n'avait jamais été contacté par l'hôtel de ville. Juste ça, un inconnu est venu vous voir, mais c'était qui ? Quelqu'un du domaine du théâtre ? Oh, vous savez, les temps sont durs. Lorsqu'on arrive à avoir un petit contrat, on est déjà tous bien contents. Je ne sais pas qui était cet inconnu, mais ce que je peux vous dire, c'est qu'il avait une énorme tache de vin sur le côté droit du visage. Après, je vous raconte pas la galère lorsqu'il nous a donné le texte. On est tous tombés malades au même moment. Alors que cela faisait qu'une semaine, je crois, qu'on avait essayé de l'apprendre. Et puis, le texte, on comprenait rien. Du coup, on s'est dit qu'on devait surjouer. On pense que c'est la meilleure façon d'appréhender ce roi en jaune. C'est étrange. C'est possible de voir ce texte ? Je suis pas censé vous lire, mais bon, je pense qu'on peut avoir un premier avis. Attendez, bougez pas, je vais chercher une page de texte. Alors. Au long du lac se brisent les vagues de nuages. Les deux soleils jumeaux meurent sur ses rivages, et les ombres s'allongent sur Carcosa. Si étrange est la nuit sous les étoiles noires, si étrange les lunes tourlent au ciel du soir, mais plus étrange encore est Carcosa. Les chansons qu'Osiade un jour on chantera, là où flottent en bruissant les guenilles du roi, doivent mourir sans bruit dans Carcosa. Ma voix déjà se meurt et le chant de mon âme doucement s'évanouit comme sèchent les larmes qu'on n'a jamais versées à Carcosa. Voilà. Mais Carcosa, c'est quoi ? Alors là, aucune idée. Comme je vous l'ai dit, on n'y comprend rien. Ça a un côté, en effet, fascinant. Ce serait possible d'avoir une copie de ce texte ? Je sais pas. Bon, allez, de toute manière, vous êtes la seule à être venue nous voir. Vous pouvez prendre cet extrait, mais si vous comprenez quelque chose avant mardi, n'hésitez pas à venir nous le dire. On pourra peut-être l'intégrer dans notre jeu. Je le remercie. Et je prends congé avec une petite phrase du genre j'espère avoir l'occasion de vous entendre jouer très bientôt. Au revoir, à mardi alors. Tu sors du chapiteau, le papier entre les mains. Je veux pas lâcher l'affaire, je me dis qu'il y a des liens, que c'est pas possible, c'est étrange et on sait pas tout, on n'a pas tout vu. Elisabeth, tu rentres à ton cabinet et découvres dans ta boîte aux lettres un avis pour l'enterrement de Jules qui aura lieu demain. Un peu déprimé, tu décides d'aller étudier le texte du théâtre en allant à la bibliothèque de Strasbourg. Mais les recherches sont vraiment compliquées. Tu cherches dans les livres,
mais tu ne sais pas ce que tu espères trouver. Au bout d'un moment, ton cheminement t'amène à lire un livre sur l'astrologie. Tu apprends que les Iades sont une constellation dont la présence est assez controversée. Certains scientifiques pensent que ce n'est qu'un mythe, alors que d'autres donnent des propriétés encore inexpliquées à ces étoiles. Il faudrait réunir plusieurs critères pour réussir à les voir. En regroupant différentes informations, tu arrives à déduire que cette année, la meilleure période pour les observer serait entre le dimanche 12 septembre et le mardi 14. Reynald, tu te réveilles. Tu t'es endormi sur le canapé en essayant de lire et relire ce livre. Tu te lèves, prends un café, le corps tout engourdi. Je pense qu'Ambrosius nous cache encore des choses et du coup, ça m'énerve. J'essaie de retourner dans son appartement pour essayer d'y trouver quelque chose pendant la pause midi du concierge. Tu passes le concierge sans grande difficulté. Il est de nouveau parti s'acheter des sandwichs. Personne n'est là pour surveiller l'entrée. Tu arrives devant la porte d'Ambrosius. Tu prends un peu de temps pour crocheter la porte. Quand tu l'ouvres, une forte odeur de renfermé te remplit les narines. Puis tu avances lentement. Mais alors que tu as fermé la porte derrière toi, tu sens une odeur différente. Il y a une forte odeur de peinture. Par sécurité, je vais prendre le premier truc qui peut me servir pour me défendre et puis j'avance dans l'appartement. Tu récupères un parapluie et tu t'avances. Rien dans la cuisine. Et tu continues, jusqu'à ouvrir la porte du salon. Tu remarques plusieurs choses. Il y a beaucoup de traces de boue sur la moquette. Et ensuite, le bar est vide, plus aucune bouteille. Je regarde les 2 livres que j'avais pas pris la dernière fois. Tu t'approches des 2 chevalets sur lesquels sont posés les livres. Ce sont les 2 mêmes bouquins, à la différence que la couverture de l'un d'entre eux est peinte. Toi aussi tu reconnais maintenant facilement le style de Léo Schnug. Tu prends le livre peint et découvres à l'intérieur des illustrations faites à la main, représentant des catastrophes ou des événements tragiques. Quelque chose te marque. Il s'agit d'un texte relatant les faits étranges survenus dans la région et ailleurs. Ce qui te perturbe, c'est qu'en prenant un peu le temps de lire le texte, chaque événement funeste ayant transformé la ville en un champ de ruines est marqué d'un signe jaune à 3 branches. Mais quelque chose attire ton regard à côté d'un des livres. Il y a une toute petite toile représentant une jeune femme. En regardant de plus près, tu aurais l'impression qu'il s'agit de Martha. Du coup, je fais vite, je vais vite fait dans le bureau pour voir si rien n'a changé et je pars, je vais pas y traîner ici trop longtemps. Tu pars en direction de la pièce, mais l'odeur de peinture s'intensifie. En ouvrant la porte, tu es stupéfait. Tu redécouvres l'immense maquette de Strasbourg au centre du bureau, mais cette fois-ci, elle est recouverte de peinture jaune. Quand je vois ça, je pars en courant. Tu pars en courant, refermant la porte derrière toi à toute vitesse. Tu passes le concierge et tu rentres chez toi. Tu ne sais pas si tu devrais oublier ce que tu viens de voir ou en parler. Mais tu décides que demain, après l'enterrement de Jules, tu iras prévenir le commissariat. Et pendant ce temps, dans un petit bar de Strasbourg, Je tire un peu la gueule toute la journée et je fais machinalement ce que mes parents me disent de faire au bar et je suis complètement dépitée. alors que tu es en train de faire le service, ta mère t'appelle à l'intérieur du bar. Tu viens de recevoir une lettre à ton attention. L'enterrement de Jules aura lieu demain et on t'indique que tu pourras te présenter au cimetière de Strasbourg à 14h. Je prends la lettre que ma mère me tend, je l'ouvre. En voyant le contenu, je passe tout simplement la lettre et je lui dis ne me compte pas du coup pour le service de demain. Georges, quant à toi, tout est prêt pour ton départ. Tu tiens une lettre dans la main. Il ne te restera plus qu'à aller rendre hommage à ton ami, demain, avant de quitter la ville. Le soir tombe sur la ville. L'air est lourd, écrasant. La tension est palpable. Des pas résonnent dans la rue déserte du 22 novembre, l'écho se perdant dans un silence oppressant. Puis vient timidement l'aube, répandant une lumière blafarde qui peine à chasser les ombres de la nuit. Tout semble figé. Le bruit sourd d'une grosse horloge brise le silence. Elisabeth, il est 7h quand tu te réveilles. Au dehors, les premières lueurs du jour nappent les pavés devant ton cabinet, répandant une chaleur rassurante. Tu repenses à l'enterrement de Jules et tu commences à te préparer. Vous vous retrouvez tous une demi-heure avant l'heure prévue au cimetière. C'est la première fois que vous êtes tous réunis depuis l'altercation avec Monsieur Bonjean. Vous vous attendez dans le silence le plus total. Puis arrive le commissaire. Il se place à côté de vous en vous expliquant que le cercueil arrivera bientôt. Aucune cérémonie pour Jules. Personne d'autre ne viendra le voir. Seul un curé sera là pour réciter quelques psaumes. Grâce à une autorisation de l'hôtel de ville, il sera enterré ici, dans cette Strasbourg qu'il aime tant. Arrive 14h et l'enterrement débute.
Le curé récite ses prières, mais vous avez un peu du mal à comprendre, car des bruits aux allures de chant se font entendre plus loin dans la ville. Le commissaire prend la place de l'homme de foi et sort un papier de sa poche. Il prépare son discours, mais quelque chose le coupe avant même qu'il ne commence. Sur son papier blanc, une pétale jaune se dépose, puis une seconde. Il neige. Il neige des confettis jaunes qui virevoltent partout autour de vous, dans un tumulte inquiétant. Elisabeth, tu remarques quelque chose en plus. Tu plisses les yeux, et dans le ciel, tu as l'impression de voir des étoiles briller anormalement dans le bleu de la journée. Soudain, un cri se fait entendre dans la ville. Non, ce n'est pas un cri, mais plusieurs qui résonnent dans Strasbourg. Le curé à côté de vous se met aussi à hurler et s'écroule au sol. Alors que vous essayez de l'aider, un nouveau son se fait entendre. Une suite d'explosions. Votre tête vous fait mal. Martha, ta peau commence à te gratter. Vous essayez de sortir du cimetière, mais alors que vous allez franchir la grille, celle-ci se tord violemment devant vous pour former le signe à 3 branches. Les maisons autour de vous s'arrachent à leurs fondations et se déforment de la même manière dans un balai de débris effrayant. Alors que vous vous ruez dans la rue la plus proche pour vous éloigner, vous sentez de l'eau glisser sous vos pieds. Derrière vous, la terre se soulève et vous fait tomber à la renverse. Votre tête vous brûle encore plus, votre vision se brouille et la dernière chose que vous peinez à apercevoir, c'est un rayon jaune s'élevant dans le ciel, escorté par des silhouettes noires tournant autour de lui. Vous perdez tous connaissance. On espère que cela vous plaît. N'hésitez pas à faire vos retours dans les commentaires et on y répondra avec plaisir. Vous pouvez aussi nous retrouver sur différents sites de podcast et aussi sur le serveur Discord du Grillsby Nexus, un serveur JDR où vous pouvez trouver des parties comme des conseils. Merci pour votre écoute et à la prochaine.